Avec moi, pour commenter ce qui agite la tech, un binôme que vous connaissez désormais très bien, le disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella, et le testeur Romain Heuillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine? Beaucoup de conférences finalement de ces grands acteurs de la tech. On va commencer par Google, Romain. Oui, c'est une rentrée très dense, effectivement. Il y a eu beaucoup de conférences et beaucoup de produits lancés ces derniers temps. Google, donc beaucoup de travail pour nous. Hein. Ouais. Google ont annoncé leur nouveau smartphone Pixel, les Pixel 6 et 6 Pro. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils font un petit peu du Apple. En fait, pour la première fois, c'est une puce maison qui est embarquée dans ces téléphones-là. Alors, elle n'est pas aussi maison que chez Apple, puisqu'en fait, c'est un assemblage de composants qui peuvent exister dans d'autres marques. Il y a des rumeurs sur le fait que ce soit Samsung en fait, qui ait conçu une bonne partie de la puce. Mais en tout cas, il y a une partie dédiée à l'intelligence artificielle qui est très performante, beaucoup plus qu'autrefois. Et le gros intérêt de ces smartphones-là, c'est qu'on sait que Google est dans une tourmente autour de la vie privée, etc. Depuis un petit bout de temps. Enfin, c'est un sujet récurrent autour d'eux. Et donc là, ils mettent aussi un fort accent sur la vie privée, donc de nouveau comme Apple. Et grâce en fait à cette puce d'intelligence artificielle, ils peuvent faire beaucoup de traitements sur le téléphone, donc sans envoyer les données. Sans faire sortir les données. Voilà. On parlait de précédentes éditions de Edge Computing, là on est un peu là-dedans. Et donc ils font reconnaissance vocale sur le téléphone, on peut faire de la traduction en temps réel sur le téléphone. Il y a une fonction que je trouve vraiment absolument géniale, c'est quand vous appelez un service public et que vous avez un serveur vocal qui vous donne tout un menu, qui vous parle pendant des heures avant que vous ayez un humain au téléphone. Au lieu d'être combiné à l'oreille, ça s'affiche du coup grâce à cette fonction sur l'écran. Vous avez en fait le serveur vocal est transformé en chat. Et quand vous avez différents choix, appuyez sur 1 pour faire ceci, 2, etc., vous appuyez sur l'écran et le téléphone vous prévient quand il y a vraiment quelqu'un au bout du fil. Génial, essentiel, voilà. Je dirais même, c'est vrai, c'est une super idée. Alors, la comparaison avec Apple, c'est vrai aussi du côté de l'OS, puisque finalement, qu'est-ce que c'est un Pixel? C'est un smartphone produit par Google avec un système d'exploitation Google. Donc, on est 100% dans son écosystème. Et là, Android 12, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je l'ai j'ai un Pixel 4 pour le moment et j'ai testé la bêta tout le long. Là, sur Android 12, ils mettent vachement l'accent sur la nouvelle interface Material You qui s'adapte en fait, enfin les couleurs s'adaptent un petit peu dans toutes les applications. J'ai pas relevé, c'est une mise à jour itérative, j'ai pas relevé spécialement de grosses révolutions sur cet OS. Voilà, ça évolue, ça avance bien. Et on reste en revanche sur des prix un peu plus bas que ceux d'Apple. Hein. Oui, c'est ça, et c'est une grande force. Les smartphones maison Google depuis toujours ont toujours été assez compétitifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les tarifs restent très raisonnables. 650 € pour le Pixel 6 et 900 € je crois, pour le Pixel 6 Pro. Et c'est des tarifs qui sont, enfin, pour le niveau de gamme, ils sont montés en gamme par rapport aux précédents modèles. Et pour le niveau de gamme auquel ils sont très compétitifs. Pour vous, c'est comparable avec un iPhone? En termes de performance, oui, et puis j'ai pas parlé de la photo, mais l'appareil photo, ils ont mis, comme d'habitude, un fort accent sur la photo. Et côté Android, ils sont dans le top 3 ou le top 5 des meilleurs en photo. Et oui, tout à fait, ouais. Ok. Un mot, Alain, sur les annonces Google? Ouais, c'est un beau sujet de potentiel virage. C'est-à-dire qu'entre autres, tu parlais aussi de Snapchat sur le téléphone. En fait, quand on est Google, on est horizontal. C'est-à-dire qu'on a un Android, on veut que toute la Terre entière fabrique des Android. Bon. Et puis ils se sont dit, on y va nous aussi. Et le problème, c'est que quand vous voulez un truc standard, c'est pas aussi bien que si c'est un truc que pour vous. Et typiquement, Snapchat, vous avez un vrai problème autour de la qualité des photos sorties. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande disparité des vrais téléphones et Android ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Donc Google, il sort son Google, c'est lui-même qui fait Android. Son Pixel, dans son Pixel, donc il est capable d'aller un peu plus loin, et puis il met sa puce. Donc effectivement, il commence à faire l'intégration verticale. Ce qui pose la question de, moi, si je suis Samsung, est-ce que j'achète l'OS d'Android de Google, sachant que le même Google me sort un téléphone concurrent qui peut-être un jour fera mieux que moi parce qu'il a Android. Alors, c'est pas nouveau, ça, cette stratégie chez Google, hein, les 100% Google. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est effectivement d'aller jusqu'à la puce, mais... Oui, voilà. Et puis, si on compare avec les Chromebooks, effectivement, mais le sujet est un peu différent, parce que Chromebook, c'est j'achète du cloud plutôt qu'acheter un PC. Donc, il y a un vrai nouveau paradigme. Ici, je reste dans le téléphone, mais je me dis, tiens, je commence à marquer des points forts moi-même, et tant pis pour la concurrence. C'est l'éternel débat entre est-ce que je me mets dans une position où j'offre un service à tout le monde, ou je me mets dans une position où je vends le service concurrent de mes clients.
Ça permet de ne pas avoir de surcouche logicielle, de prendre un Google Pixel sur Android et puis d'avoir des smartphones à jour. Pour moi, je trouve que c'est ça l'avantage principal. On continue avec Apple. Donc Apple avait déjà annoncé la partie smartphone. Là, on est plus sur la partie Mac. Romain. Oui, seulement un mois plus tard, il y a une nouvelle conférence. Et à mes yeux, on ne l'attendait pas aussitôt. Non, c'est vrai. C'est venu un petit peu rapidement comme ça. À mes yeux, on a eu droit à l'annonce la plus révolutionnaire d'Apple depuis peut-être l'iPhone. On a eu un avant-goût il y a un an avec les premiers MacBook Air et iMac, etc. à puce Apple, les premiers avec des puces. J'allais dire, la vraie révolution n'est pas si ancienne que ça. C'était l'arrivée des puces. C'était une mise en bouche, je trouve, il y a un an. Et là, on voit vraiment la quintessence de ce qu'Apple est capable de faire. Les MacBook Air et autres, les premières puces Apple M1 il y a un an, c'était vraiment l'efficience énergétique, le rapport performance-consommation qui était très bon. Mais là, on nous montre avec les nouveaux MacBook Pro et donc les nouvelles puces qu'ils intègrent, M1 Pro et M1 Max, que en fait, Apple a la capacité de concurrencer le marché PC jusqu'au très haut de gamme, en tout cas le marché du PC portable, puisque avec la puce M1 Max, on a des performances qui sont quasi similaires à ce qui se fait de mieux en termes de performance graphique sur des PC de jeux qui sont hyper épais, hyper lourds. Ouais. À des tarifs en plus qui sont relativement compétitifs justement par rapport à ce qu'on trouve côté PC. Parce que là, on a vu donc deux nouveaux MacBook Pro sortir, un 14 et un 16 pouces. C'est ça. En fait, le produit, c'est des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont vraiment destinés aux pros parce que les performances sont très élevées et les tarifs aussi sont à partir de 2 250 €. Et la vraie nouveauté de ces produits-là, c'est leur puce, donc la puce. M1 Pro et Max, qui sont vraiment très performantes. En fait, avec la puce M1 Max, on est quasiment à un niveau de performance de PlayStation 5, donc une console de dernière génération, et de PC portable parmi les plus performants sur le marché. Donc très impressionnant. Ok, très impressionné, Romain. Ça, pour le coup, c'est de l'intégration verticale. C'est-à-dire que comme je maîtrise mon produit fini, je mets dans mon chip ce que je veux. C'est très difficile pour un chip maker, un fabricant de chips, de dire je mets le GPU, le GRU et plein de mémoire et plein de cœur dans la même puce parce qu'est-ce qu'il y aura un marché. Apple a un marché suffisamment grand pour le faire pour lui-même. Effectivement, comme dit Romain, on est au-delà des performances attendues. Donc c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la carte graphique, Nvidia a des questions à se poser, comme Radeon, comme tous, parce que c'est que la génération 2, comme tu dis, on peut imaginer que ça ne va pas s'arrêter d'évoluer. Au passage, ils sont en techno 5 nano, là où Intel est encore à 10, on en parlait une fois précédente. C'est comme ça qu'on consomme beaucoup moins. Aussi, ouais. Autre annonce chez Apple, c'est des nouveaux AirPods 3. Il y a eu deux autres annonces, des AirPods 3 qui sont en fait des AirPods Pro sans la réduction de bruit, qui sont à 200 €, alors que les AirPods Pro sont en prix public à 280 €. Donc c'est une proposition assez intéressante. Ouais. C'est avec un son spatialisé. Oui, on retrouve les fonctions habituelles. Plus d'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire? macOS aussi, il y a la disponibilité du nouvel OS pour les Mac qui sort le 25 octobre. Et on a eu une petite annonce côté musique. Alors moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Un nouveau forfait qui s'appelle Apple Music Voice à 5 € par mois, alors que l'autre forfait est à 10 € par mois. Où en fait, on a seulement accès, on peut accéder au catalogue Apple Music seulement par la voix, donc via Siri. Donc on peut demander... joue-moi le dernier album de The Weeknd. Ça, personne n'avait vu venir quand même. C'est vrai. C'est une idée assez originale. Oui, tout à fait. Et c'est un produit d'appel, pourquoi pas. Pour des gens qui écoutent de toute façon que des playlists, par exemple, qui ne vont pas écouter, qui vont pas avoir besoin d'un accès visuel pour choisir tel morceau de tel album, ça peut être intéressant. Ça peut être une découverte aussi du catalogue d'Apple Music à travers cette offre. Tout à fait. Alain, là, c'est aussi un modèle assez étonnant économiquement, de se dire finalement, tiens, on réinvente Apple Music à travers mon assistant vocal Siri. Oui. Non, en fait, l'interface utilisateur, la UX, l'expérience utilisateur est de plus en plus une partie intégrante du produit. Et c'est un exemple, mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on pense produit, il va falloir penser expérience utilisateur avant même le bénéfice produit. C'est quand même un peu la marque de fabrique d'Apple, ça. Oui. L'expérience produit. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce cas d'usage différent de ce qu'on trouve dans la concurrence. Parce un service qui ne fonctionne qu'à la voix, je n'ai pas d'autres exemples. Et c'est assez amusant qu'Apple le fasse parce que Siri n'est pas le meilleur assistant vocal du marché. Ça, c'est vrai aussi, oui. Alors peut-être qu'il va le faire grandir. Peut-être, oui. Mais alors, ils mettent aussi vachement en avant le côté éditorial, le fait qu'ils préparent des playlists hyper chiadées, etc. Donc, bon, voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être aussi une façon de pousser les utilisateurs d'iPhone à utiliser Siri, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait au quotidien activé. Ouais. Bon, alors, Alain Staron, vous, votre semaine était prise par le CES qui va rouvrir ses portes à Las Vegas début janvier. Absolument. Et donc, Gary Shapiro, comme tous les ans, vient à Paris. Il a une affinité pour Paris, la France, l'Amérique, la France, premier pays à avoir reconnu les États-Unis, etc., etc. Donc, il la joue un peu avec les violons. Et donc, ça s'appelle le CES Unveiled Paris. Voilà. Le mardi, il faisait au Palais Brognard, CES Unveiled, c'est-à-dire qu'il nous racontait en avant-première, alors pas ce qu'on allait voir, parce qu'il faut quand même qu'on y aille. Oui. Mais en gros, d'une part, des tendances qu'il voit déjà à travers les nouvelles inscriptions, d'autre part, des tendances du marché, et puis un peu un état des lieux d'où il en est, et puis en invitant des gens comme Cédrico et des gens comme ça. Bon. Un seul mot, en fait, si on voulait résumer le CES qui nous attend en 2022, durabilité, sustainability. Si on regarde, j'ai regardé les nominés français aux awards, 10 sur 16 sont durabilité. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc là, ça veut dire que la tech, toute l'industrie technologique et du numérique essaye de s'acheter une bonne conduite. Hein. Alors, il y a d'une part, je m'achète une bonne conduite parce que je suis green, et d'autre part, je fais du green. C'est-à-dire quand je fais un robot qui aide à désherber... je participe. C'est vraiment un truc qui va améliorer l'agriculture. Ouais. Dans les nouvelles tendances, les nouvelles catégories, ils ont ajouté food tech. Donc on avait vu Impossible Pork l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est tout ce qui est burger et viande à base de... Sans viande. Végétarienne. Donc c'est devenu une catégorie à part entière. Digital Health est aussi devenu une catégorie. La santé digitale, on en voyait quand même beaucoup. Et ça prend des proportions tellement fortes que maintenant, la santé numérique est un vrai sujet. C'est un débat qu'on va avoir, nous, en France. La santé numérique, c'est surtout pour prévenir. Et on sait très bien qu'en France, comme les soins sont gratuits, prévenir, on s'en moque un peu. C'est un autre débat qui m'anime assez... on s'en moque un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu extrême comme conclusion. Non, j'ai un ami qui a fermé sa boîte parce qu'il n'avait pas de clients, parce que les gens ne voulaient pas. Donc, Digital Health, Food, Space Tech. Alors voilà. Alors ça, je pense qu'ils surfent un peu sur la mode. Il y a donc toute maintenant une catégorie sur qu'est-ce qu'on peut faire comme business dans l'espace. Je ne connais pas beaucoup de candidats, mais voilà. Donc, il a un vrai sujet autour de ça. Et puis après... Et on a parlé de l'automobile ou pas? Est-ce qu'on va avoir... On a à nouveau la CEO de GM qui va faire la keynote, enfin une keynote. On aura aussi le patron d'Abbott, les tests anti-Covid. Donc, il se met bien dans l'air du temps. Sa thématique sur la mobilité, c'est très la logistique du 21e siècle. Donc les camions autonomes, les machins, des choses pour améliorer un peu tout ce qui est logistique. Donc moins B2C, beaucoup plus pour les flottes d'entreprises. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors néanmoins, on aura tous les stands des grands et on aura y compris le stand de Waymo. Je ne suis pas sûr qu'il était là. De Google. Oui, Waymo, donc c'est des taxis autonomes de Google qui opèrent maintenant dans plein de villes. Ils sont dans plusieurs villes, quoi. Donc voilà. Petit focus sur l'industrie, parce que quand même, qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Donc, le gros sujet des composants, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de composants, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de CIS. C'est très simple. Alors voilà, la situation, l'avis des experts du secteur, c'est on va encore souffrir pendant 2 ans, jusqu'à fin 2023. Ce qui pose un vrai problème de pérennité pour des startups, voilà, sachant que ça touche les coûts des composants, la livraison, donc les coûts de livraison sont exponentiels, et donc ça pose un vrai problème sur l'avenir des startups. Et dans le même temps, il a eu 1800 demandes de candidats pour gagner un prix d'innovation. 1800, c'est le record absolu, jamais lu ça. Il a un record absolu du nombre de pays qui seront présentés, donc tout va plutôt bien. Et les Français, on a des infos là-dessus, sur la délégation française? Les Français, en 2019, on était la numéro 1 en nombre de délégations. En 2020, on était les numéro 1 en nombre d'awards. En 2022, on va voir. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, ils nous caressent dans le sens du poil. Et là, à l'Unveil Paris, vous avez vu les startups françaises qui se préparent? Oui, quelques startups. C'est des tout petits stands. Plutôt sur quoi? Il y avait pas de grande thématique qui ressort en France. Ça fait un peu fourre-tout. Ouais. Ça fait un peu fourre-tout. Donc après, il faut y aller. On n'arrive pas à sortir de ça. Hein. Enfin, c'est un peu moi l'effet que ça me fait à chaque fois que je vais au village French Tech. Il y a de tout. On ne sait pas trop. Là où on est fort et là où on est moins fort, non, on ne sait pas. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, des années, c'était des objets connectés qu'on a vus au CES et qu'on n'a jamais revus après, parce que finalement, il n'y a pas un intérêt. Pourtant, l'écosystème français est quand même passé à un stade beaucoup plus mature. Donc, on a des choses à dire et à montrer.
Oui, après, c'est le coup d'après, c'est l'étape d'après, comme on est licorne, etc. etc. Donc, voilà. Donc, eux, ils cherchent à mettre de l'organisation dans tout ça, hein, d'où sustainability, d'où space, d'où transport, d'où food tech, etc. Digital health, on verra si c'est nourri par le contenu, sachant qu'il a avoué benoîtement que nous sommes fin octobre et il a 1100 réservations de stands. Le dernier CIS physique, il y avait 4500 exposants. Donc il est à un Donc il y a quart une petite de son inquiétude objectif. aussi, encore Covid. Bon, il le dit. Ah oui, il y a une vraie inquiétude Covid. Lui, il le dit, le CIS 2022 sera plus petit et il y aura moins de visiteurs. Bon, en même Tant temps, mieux. ce sera mieux pour la planète. Et pour les gens qui s'y rendent. Alors j'ai vu que pour les gens qui s'y rendent, on espère qu'on en fera partie. Pourquoi ? Pour y assister, d'ailleurs, il faut avoir une preuve de vaccination, hein, j'ai vu. Et alors ma question, c'est quel vaccin ? Ouais. Est-ce qu'il faut du Pfizer ? Est-ce qu'AstraZeneca, qui n'est pas américain, Notre sera petit toléré ? passeport européen suffira pas. Est-ce qu'il faut 2 vaccinations ou 3 ou 4 ? Parce que les Américains sont déjà dans la 3e. Bref, on a encore quelques questions à se poser. Allez, on reste de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui vient nous voir chez nous. Alors, c'est Facebook qui annonce 10 000 emplois en Europe à venir pour donner vie au métavers, c'est-à-dire un nouveau monde 100% virtuel. C'est Laurent Soli qui est venu défendre, le PDG de Facebook en France, qui est venu défendre ce projet. Alors, il parle de la création aussi d'un fonds d'investissement de 50 millions de dollars pour travailler à toutes les questions exceptionnelles sur ce que cela va avoir comme impact et imposer dans la vie sociale. Et j'ai envie de dire, et sur l'impact pour la vie privée, puisque si on substitue toute notre vie physique dans le virtuel, on n'a pas fini d'en parler des challenges pour Facebook quant à la protection de notre vie privée, la protection de la société, le bien-être de chacun. Alors, bon, 2 sujets. 10 000 emplois en Europe. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Est-ce que vous savez combien on forme d'ingénieurs en France chaque année ? J'espère un peu plus. 37 000. Ouais. Ça veut dire qu'un quart d'une cohorte d'ingénieurs irait chez Facebook. Alors, c'est sur 5 ans, c'est toute l'Europe, c'est pas que la France, très bien. Mais ça donne l'enjeu, c'est-à-dire qu'après avoir capté l'économie grand public, parce que en IA, c'est ce que disait Cédrico, l'intelligence artificielle grand public, on a un problème en Europe, c'est qu'on parle trop de langues. Donc on ne sait pas entraîner les modèles, c'est aussi simple que ça. Donc ils sont allés beaucoup plus vite que nous. Donc ils ont capté l'attention, l'audience, donc du coup l'économie. Et là, c'est les talents, là. Voilà. Donc les investissements, ça me fait un peu peur quand même, parce qu'ils investissent dans des startups, donc c'est des startups de l'écosystème Facebook. Ouais. C'est pas des startups indépendantes. Et maintenant, c'est les talents. Et si nous, moi, dans ma startup, j'arrive pas à embaucher parce que les gens préfèrent laisser Facebook, ce que je peux comprendre. Avec des salaires qui, à mon avis, seront légèrement plus élevés. Voilà. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce qu'un Français, un ingénieur français ou européen qui travaille pour une boîte américaine, la richesse, elle va où ? Enfin, elle va pas en Europe. Je sais pas où parce que je connais D'un autre côté, il y a déjà quand même 10 000 salariés aux États-Unis qui travaillent sur ce métaverse. Mais je dis pas le contraire. Mais alors, donc premier sujet, c'est est-ce que on devient, j'allais dire la Chine. La main d'œuvre. La Chine, on l'appelait le pays tournevis. On va être le pays tournevis cerveau, quoi. Là, je pense qu'il y a quand même une vraie question ils veulent séduire l'Europe. Qui va justement réfléchir à la réglementation sur ce nouvel univers qui est un peu particulier. Et je pense il y a aussi toute une tourmente. On sait que Facebook, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Je pense qu'ils annoncent ça en Europe justement pour peut-être séduire et essayer d'influencer la future réglementation en la matière. Et si vous ça va avec les capacités de lobbying aussi de montrer que c'est une source d'emploi potentiel pour l'Europe. Donc attention à pas trop nous mettre des bâtons dans les roues. C'est une erreur de perspective. Enfin, c'est pas une source d'emploi, c'est une source d'emploi pour travailler pour des entreprises américaines. Enfin, l'Europe serait folle de considérer ça comme. Alors, effectivement, c'est bien de donner des emplois aux Européens. Et je veux pas qu'on ferme tout systématiquement, mais l'ampleur du chiffre pose question. Et Romain, sur le métaverse. Moi, je trouve ça complètement dystopique. Je trouve qu'on fait déjà bien assez de choses. Facebook, c'est déjà bien assez de choses sur nous. Et là, on parlait de vie privée. Il me paraît évident que ce service-là. Alors, il y a quand même une chose à préciser, c'est qu'ils ont l'air de vouloir faire les choses bien et d'en faire un service décentralisé et interopérable. C'est-à-dire que Facebook pourrait gérer une partie. On sait que Epic est sur le coup, Fortnite, etc. Oui. Mais en termes de vie privée, quand même, à mon avis, ça va rester gratuit. On sait que ça coûte 50 millions de dollars. Donc il va falloir le rentabiliser, ce service. Et donc l'idée, c'est qu'on ait des avatars qui vivent dans cet univers
Et donc, ils vont absolument tout savoir. Il reste plus univers. rien de privé, du coup. Alors, quand même, Facebook, dans son communiqué, a dit « Aucune entreprise ne possédera et n'exploitera le métaverse ». À elle seule, oui. C'est ça l'idée. C'est ça. Mais on ne sait pas encore à quelle strate veut se mettre Facebook. Facebook sera certainement au moins un point d'entrée, donc un point de passage. Et alors, capable d'emmagasiner énormément d'informations pour la Facebook, publicité. il croit tellement, c'est tellement important pour eux qu'ils seraient même prêts à changer de nom d'après des informations de The Verge. Merci beaucoup Alain Staron et Romain Heuillard pour vos commentaires sur l'actualité hebdo dans la tech. Juste après la pause, on se retrouve pour parler du mobile, cette nouvelle drogue.